Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au désherbage des céréales à paille. Donc sur ce webinaire là, de 8h30 à 10h, donc on va évoquer la partie désherbage au niveau des céréales à paille pour la prochaine campagne. Donc aujourd'hui on est à 4 voix, donc moi-même Benjamin Collin, ingénieur régional Arvalis pour la région Bretagne, et puis mes 3 autres collègues. Je vous laisse peut-être vous présenter à tour de rôle. Oui, bonjour, Céline Driot, ingénieure en Poitou-Charentes. Bonjour, Anne-Monique Bodilis, ingénieure en Pays de la Loire. Voilà, et puis Quentin qui va nous rejoindre sur la partie, Normandie. Alors, petite introduction rapide, hein, pour remettre un petit peu de contexte sur cette campagne actuelle, hein, donc de 2025-2026 où on a encore effectivement des graminées dans les parcelles à échelle de l'Ouest. Alors, toujours beaucoup de raie gras, de vulpin aussi sur certains secteurs et puis la follavoine, ce qu'on a pu noter, on va dire, cette année. Donc, des secteurs notamment, historiquement, on va dire, problématiques en raie gras qui le sont aussi, à nouveau cette année. Pour autant, il y avait des points positifs dans la gestion du régras et des points un petit peu plus, négatifs. Si on prend les points positifs, bon, on avait quand même des créneaux à l'automne pour désherber dans de bonnes conditions avec des bonnes efficacités qui étaient aussi constatées à l'automne et puis surtout aussi en sortie d'hiver, notamment dans les dates de semis assez classiques. Derrière, il y avait suffisamment d'humidité dans le sol pour avoir des efficacités satisfaisantes et puis derrière des céréales qui étaient bien développées en sortie d'hiver, donc pas des gros manques de pieds avec des hydromorphies très marquées, c'était plutôt des hydromorphie, tardive qui n'a pas impacté, on va dire, fortement le développement des céréales. Par contre, en point négatif, ce qu'on peut noter, c'est des semis qui étaient un petit peu plus précoces que d'habitude, puisqu'on avait les conditions, dès début octobre pour pouvoir semer, hein, en termes de conditions de préparation de sol et puis, d'humidité du sol. Parfois, alors c'était l'humidité à relativiser puisque parfois c'était aussi assez sec, mais on avait quand même, des semis qui ont pu commencer avant le 20 octobre dans certains secteurs à l'échelle de l'Ouest ou en tout cas un peu plus précocement que les dates recommandées. Donc ça, c'est des situations à risque, sur la pression régra puisqu'on va avoir des pics de levée qui vont se faire en même temps que la levée de la culture. Ce qu'on peut aussi noter, c'est parfois des levées hivernales, donc on verra tout à l'heure, hein, qui ont pu, on va dire, être, également un peu mal contrôlées, donc avec des persistances d'action, des herbages d'automne qui ont pu, on va dire, être un petit peu courts et avec des levées après cette fin de persistance, qui ont pu se développer. Et dans quelques cas aussi, par rapport à ces semis précoces, on a pu avoir des conditions, assez séchantes quand même sur, des semis là, autour de mi-octobre dans certaines régions, qui a pu aussi mettre à mal, on va dire, la prélevée qui s'est fait dans le sec. Et sur les rattrapages, on va dire de printemps, également pas beaucoup de créneaux. Soit c'était les situations de portance, soit, les conditions un peu classiques, hein, de vent d'hygrométrie qui n'étaient pas forcément toujours au rendez-vous, ou de croissance, on va dire, des céréales et des adventices. Avec toujours derrière en fond évidemment les situations de résistance qui sont bien installées, à l'échelle de l'Ouest. Donc sur ce webinaire, on va dire 3 parties. Une première partie sur, la biologie, du raisin. Quelques, on va dire, avancées, enfin, en tout cas, quelques manips qui ont pu être faites, cette année, pour mieux comprendre un petit peu, le régras, et derrière mieux gérer, on va dire, les leviers d'action contre le régras. On parlera évidemment de la partie programme de désherbage, au niveau donc, des graminées, à la fois, blé, mais aussi avec un focus, orge, blé dur. Et enfin, en fin de webinaire, on vous présentera, une méthode d'accompagnement pour essayer de reconquérir, on va dire, des parcelles sales, qu'on a pu tester dans un réseau d'agriculteurs, avec, des partenaires, donc on en reparlera tout à l'heure. Alors Quentin, si Oui, tu veux reprendre. merci Benjamin pour l'intro. Bonjour à tous. Donc je reprends la main sur la partie biologie dur et gras. Donc ça fait quelques années qu'on vous présente ces travaux là-dessus et on voulait les a complétés cette année, notamment compléter le protocole et ces travaux ont été conduits dans le cadre du plan Parsada et notamment des projets Grammy Cible et Grammy Combi et tous les partenaires qui sont affichés ici. Donc la question, c'est toujours la même. Vulpin, Raigra,
Mais quand est-il avec toujours ce constat de quand je fais le tour de mes parcelles l'automne-hiver, mes parcelles sont propres, ou j'ai l'impression qu'elles sont propres, je vois pas de raies gras et pourtant je me prends un uppercut au mois de juin. Cette année, même en mai, ça peut être un indicateur de précocité de l'année, quand les raies gras et vulpins sortent des cultures et puis finalement ma parcelle est quand même bien sale. Et on se pose toujours la question, d'où ils sortent, et est-ce que c'est pas des levées tardives? Et sous-entendu, pourquoi il y aurait plus de levées tardives aussi derrière? Est-ce que c'est un effet stock semencier, changement climatique, d'hiver plus ou moins doux, ou programme, date de désherbage? Donc le protocole qu'on met en place depuis maintenant plusieurs années est assez simple, hein, on est sur un seul nu, le petit rectangle en bas à gauche, on compte une fois par mois les graminées qui sont levées et derrière on fait un coup de glypho pour détruire ces graminées-là sans remuer le sol et on revient un mois après, on recompte, un coup de glypho, un mois après on recompte, un coup de glypho. Et ça donne ces graphiques-là. Donc ici, on est bien en situation non désherbée à l'automne, hein. Je compte mes raies gras et je refous un coup de glypho. À gauche, le graphique raies gras, à droite, le graphique vulpin. Donc en raies gras, c'est la 3e année, en vulpin, un petit peu plus. Et vous voyez, donc il y a des points un petit peu partout en France maintenant, il y a un certain nombre de points dans l'Ouest. Merci aux partenaires, notamment normands, d'avoir fait ce suivi-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On confirme les levées massives à l'automne, hein. On entend dire que les raies gras et vulpins, ça lève tout le temps, oui, mais pas dans les mêmes proportions. Donc on a bien des levées massives à l'automne qui font contrôler dès le semis, soit par la date de semis, soit en décalant la date de semis. C'est quand même des leviers qui marchent. On le voit pas à 100% parce qu'il y a des levées ailleurs, en dehors de ces pics-là, mais c'est quand même le gros des levées se fait à ce moment-là. À contrôler dès le semis. Deuxième chose, c'est qu'on a des levées hivernales tardives, qui sont pas insignifiantes. Moi, je suis le petit point orange, là, c'est 6 raies gras mètre carré. 6 raies gras mètre carré, c'est quand même pas rien, ça donne plusieurs épis derrière. Donc, on a quand même des levées hivernales décembre, janvier, début février, qui sont présentes, même en vulpin d'ailleurs. Et donc ça pose la question de la persistance des actions des herbicides, qui est de 15 à 25 jours. Donc en semi-précoce, je sème tôt, je désherbe tôt, je fais ma pause de fin octobre, début novembre. Je couvre pas ces levées de décembre, janvier, début février. Et enfin, on a des levées tardives, on a un deuxième pic de levée, qui est quand même moins important que le premier. Et c'est pour ça que nos parcelles, nos cultures de printemps sont aussi sales de ces cultures. Et finalement, on le voit aussi en vulpin, on a tendance à dire que c'est plus vrai pour le raigra que le vulpin. On voit quand même des relevés en vulpin. Euh, donc ça salit nos cultures de printemps, mais ça pose la question sur les cultures d'hiver, sur un blé bien développé. Est-ce que ces levées de mars-avril font un cycle complet avant moisson? Donc pour répondre déjà à ces premières questions, on a fait une première évolution du protocole pour mettre dans une situation plus réelle, où cette fois-ci, on est dans une parcelle désherbée à l'automne. On a un programme double. Alors, il y en a plusieurs, mais le type défi Codix repris par un cheval. Et donc voilà ce que ça donne. En termes, donc là, on n'a qu'une année, attention, hein. Année 2026, peut-être un peu particulière, il faudra confirmer, mais on a quand même pas mal de points. Là encore, merci aux partenaires. Qu'est-ce qu'on voit donc sur les levées massives d'automne? On voit qu'on les a quand même bien contrôlées. Donc on a contrôlé la majorité avec un programme costaud des levées d'automne. On a dit, hein, les programmes étaient efficaces, on en était content. Il y a quand même quelques, en l'occurrence, c'est que des régras. Quelques régras qui passent au travers du programme. Sur les levées hivernales tardives, par contre, on a bien l'impression qu'on ne les touche pas. Par rapport au pic de tout à l'heure, hein, il est de la même intensité. Donc, est-ce qu'on n'a pas des relevés, justement, en fin de persistance d'action des herbicides? Et enfin, sur les levées de mars-avril, pareil, on ne les touche pas trop. Et toujours cette question, est-ce qu'elles vont jusqu'au bout du cycle? Avant de passer la parole à Benjamin, on a fait un autre petit protocole en conditions contrôlées cette fois, où après avoir levé la dormance des graines, on essayait de les faire germer à 15 degrés à gauche ou à 5 degrés à droite, et on voit qu'on a le même pourcentage de levée de graines qu'on soit à 15 ou 5 degrés. Donc a priori, elles sont autant capables de germer à l'automne qu'en hiver où il fait un peu plus frais. Bon, c'était une petite manip de labo en plus. Je te laisse, Benjamin, pour la Oui, partie stade, justement. tout à fait. Donc effectivement, on a des levées, on va dire de novembre jusqu'à mars-avril au niveau du raigra.
Donc la question qu'on pouvait se poser, c'était sur ces levées tardives. Alors on est allé de décembre jusqu'à mars, mais on pouvait se poser la question notamment sur les levées de janvier, février. Est-ce que ces levées-là tardives arrivent à aller jusqu'au bout, arrivent à faire des épis, ou est-ce qu'au contraire elles sont régressées, on va dire, dans la céréale qui est développée? Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec différents partenaires à l'échelle de l'Ouest. Donc c'est des tout premiers résultats, hein. C'était un protocole qui a été mis en place, on va dire, l'an dernier, enfin là, à partir de l'automne dernier. Donc ça sera, on va dire, conforté avec d'autres résultats les années prochaines. Mais voilà, on vous présente quelques premiers résultats. Donc au niveau du protocole, assez simple. En fait, il nous faut des parcelles qui ont été désherbées à l'automne, des parcelles agriculteurs. Et ensuite, on va revenir une fois par mois, donc souvent à partir de décembre, jusqu'au mois de mars. On va revenir une fois par mois pour identifier des raies-gras. Donc il n'en faut pas beaucoup, hein, 3 à 5 raies-gras dans une zone, voilà, de périmètre assez large, hein. Ça peut être, quelques mètres carrés si ça suffit ou à plusieurs endroits dans la parcelle. On veut des raies-gras qui lèvent ou en tout cas qui sont à des stades précoces. Donc par exemple sur les photos ici, vous voyez un partenaire au niveau de la Bretagne là qui avait fait ses suivis. Donc au mois de décembre, au 15 décembre, il y avait des petits raies-gras qu'on levé. Alors là, on est à deux trois feuilles, mais qui ont levé, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a un petit marquage qui a été fait, donc soit avec des jalons de couleur ou des petits cerceaux de couleur bleue, là, par exemple ici, pour repérer que c'est les raies-gras qui ont été identifiés au 15 décembre. Et ensuite, tous les mois, on revient identifier d'autres raies-gras et suivre également le stade des anciens raies-gras des fois dernières. Donc par exemple, au 18 mars, on va avoir à la fois des raies-gras qui ont été identifiés au mois de décembre, qui sont là à talage début montaison, et puis des raies-gras qui ont été identifiés un petit peu plus tard, qu'on va également notifier. Par exemple ici, sur une autre parcelle, on a, des levées, donc là tout juste levées, au mois de février, 16 février. Donc là, mi-février, on a un raigra qui a levé et l'objectif en fait, c'est, donc de le suivre tous les mois, mais surtout de revenir avant la récolte, donc au mois de mai-juin, une fois que tous les raigrats, on va dire, sont un peu au-dessus de la culture, qu'ils ont épié et c'est de voir si ces raigrats, qui ont levé au mois de décembre, janvier, février, mars, eh bien, est-ce que tous arrivent à faire des épis? Et surtout, bah, derrière, ça veut dire que est-ce qu'ils sont en capacité de produire des graines et d'aller jusqu'à, augmenter le stock semencier ou pas? Ou est-ce que finalement il y a des levées tardives, mais qui donnent pas grand-chose et qui sont pas très impactantes, pour le stock semencier? Donc ça, je le rappelle, c'est des premiers résultats, hein, qui restent à consolider. Vous voyez ici en bas les partenaires qui ont participé au réseau et on les remercie, sur différentes parcelles à l'échelle de l'Ouest, hein, donc sur les différentes régions. Ce que je vous présente ici au niveau du graphique, c'est donc, le pourcentage de raies gras qui ont épié en rouge ou qui n'a pas épié, en vert, on va dire, au mois de mai-juin quand on est revenu sur la parcelle en fin de cycle. Et ici, chaque barre, c'est, la date estimée de levée. Par exemple, début décembre, il y avait 6 raies ici en parenthèse qui ont été suivis à l'échelle de l'Ouest et sur ces 6 raies, eh bien, ils ont tous épié. Et puis le petit numéro 10 ici, c'est, le nombre d'épis par raigra. Donc là, on l'avait pas forcément, initialement, prévu au protocole, mais ça sera fait l'année prochaine, de pouvoir compter le nombre d'épis par raigra et surtout aussi, ce qu'on fera, les prochaines années, c'est d'aller, jusqu'à la viabilité, de ces épis, de ces graines, en fonction de la date de levée. Donc là, vous voyez, début décembre, en fait, on fonctionne plutôt en quinzaine, donc on va dire du 1er au 15 décembre avec une levée estimée, hein. Des fois, c'est pas toujours évident parce qu'on vient sur la parcelle, on est à deux trois feuilles, donc on essaie d'estimer quand est-ce que ça a pu lever, mais ça donne les ordres de grandeur. Vous voyez, par exemple, fin décembre, donc sur la deuxième quinzaine, là, il y a un petit peu moins de raigrats, et les raigrats qui ont épié ont fait 4 épis. Et donc, ce que vous voyez, c'est que à partir de fin décembre jusqu'à début février, comme le montrait Quentin, bon, il y avait des levées. Les trois quarts de ces levées ont pu donner des épis, mais c'était des plantes qui ont épié, mais avec des productions d'épis qui sont quand même relativement modestes, hein, puisqu'on est autour de 2, 3, voire 4 épis par raigra. On verra tout à l'heure qu'on a des raigras qui sont pas maîtrisés à l'automne avec le désherbage ou qui passent au travers du désherbage, on a une production beaucoup plus importante.
Et à partir de mi-février, sur les données de cette année, eh bien, on a l'impression que les levées qui se font à partir de mi-février jusqu'à, le mois de mars-avril, eh bien, c'est des levées qui vont être rapidement concurrencées par la culture et qui vont rarement donner des épis, ou si c'est un épi, c'est un tout petit épi qui donne pas grand-chose. Et donc, voilà, souvent ça va régresser, soit ça va être détruit, ça va être séché, soit ça va rester à 3-4 feuilles et ça va pas donner grand-chose et ça va être vite concurrencé par la culture. Hormis quelques cas particuliers, on a pu noter, dans des secteurs très stressés, avec, pas suffisamment de densité, d'épis au niveau de la culture, donc des cultures assez claires, qui a pu donner un petit peu plus de place pour le raigra, donc dans des cas un petit peu particuliers où on manquait de densité de la culture. Mais non, a priori, les levées tardives sont pas forcément le plus gros souci, notamment là à partir de mi-février sur les parcelles qui étaient, a priori propres, qui se retrouvent finalement sales au mois de mai-juin. Bah, c'est pas forcément les levées très tardives qui sont en cause. Là où on va poursuivre les prochaines années, c'est de savoir sur cette partie-là, fin décembre, début février, si on est toujours comme 2026 avec, des raigrats qui épient mais qui font pas grand-chose, ou au contraire, il y a certaines années où ça peut être, avec une production beaucoup plus importante. Donc on affinera ce créneau fin décembre, début février. Et puis, bah, effectivement, hein, les raigrats qui ont levé, au mois de novembre et début décembre, eux, sont en capacité de pouvoir engendrer un stock semencier beaucoup plus important. Et donc des fois dans des semis précoces et avec des programmes, de désherbage un petit peu, qui finissent un peu leurs actions de persistance, on peut se retrouver avec des levées qui sont impactantes sur ce créneau de novembre-décembre, début décembre. Alors là, pour vous montrer, hein, quelques cas, on disait des productions d'épis qui peuvent être très impressionnantes. Quand on a des parcelles qui nous semblent propres en sortie d'hiver et qui sont finalement sales quand on revient au mois de mai et que tout dépasse de la culture, bah, faut se dire aussi que parfois, il suffit pas grand-chose. Il suffit pas d'avoir des grosses pressions au mètre carré de raigrats. Par exemple, ici, hein, des raigrats qui sont passés au travers du désherbage d'automne ou qui ont pu lever, on va dire, au mois de novembre. Eh ben, ils ont parfois suffisamment de temps pour faire un bon cycle et taler énormément et produire énormément d'épis qui vont jusqu'au bout. Et donc là, par exemple, en Normandie, il y avait 137 épis sur ce raigra. C'est le même cas aussi, ce qu'on peut voir dans les autres régions. En Bretagne, il y avait des 100 épis assez facilement dans les parcelles, dans plusieurs parcelles. Donc parfois, il suffit de pas grand-chose pour avoir un aspect sale et des choses qu'on n'a pas forcément vues en sortie d'hiver. Mais ces quelques raigras, qu'on n'a pas vus en sortie d'hiver peuvent faire un aspect très sale en fin de cycle et surtout produire énormément de graines, et donc devenir problématique pour la suite. Vous voyez ici, là, c'est quelques cas, visuels, d'épis là qui ont, avec des levées tardives, qui ont fait un tout petit épi, mais qui représentent pas grand chose en termes d'impact sur le stock semencier. Un petit point aussi sur la partie, biologie du regard, sur la viabilité des graines. Donc on avait fait des prélèvements l'an dernier sur plusieurs parcelles à l'échelle nationale, donc pour essayer de voir en fait l'impact de l'essaimage sur la viabilité des graines. Donc sous-entendu, j'essime et je laisse par terre. Quel est le pourcentage de graines qui va, quand même, être viable et pouvoir engendrer un stock semencier, important et problématique par la suite? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment donné, il faut, obligatoirement récolter, on va dire les épis et de raigrats essimés? Donc ça, c'est le P1 qui représente le premier prélèvement pour un essimage précoce, donc à peu près la deuxième quinzaine de mai. Et P2, c'est plutôt un essimage tardif, donc autour de début mi-juin. Et puis le prélèvement 3, c'est plutôt autour de la récolte. Donc là, c'est plutôt simuler des gestions de menu paille. Donc pour P1 et P2, on prenait les épis qui étaient uniquement au-dessus de la culture, 5 cm au-dessus de la culture, pour simuler l'effet de l'essimage. Et en P3, on récoltait tout, c'est-à-dire les épis qui étaient au-dessus de la culture et aussi en dessous du niveau de la culture. Et ensuite, donc ces épis et ces graines contenues dans ces épis ont été mis en pot, et puis on a suivi en fait, les levées qui ont pu avoir lieu sur l'automne d'après et sur la partie hivernale et printanière pour voir, eh bien, en fonction de la date de prélèvement ou du coup derrière décimage, quel est l'impact sur le pourcentage de graines qui est en capacité de lever l'année d'après. Donc vous voyez par exemple sur les cimages précoces, on a à peu près 20 des graines qui sont en capacité de lever l'année suivante, sur la campagne prochaine. En essimage tardif, c'est 27, donc c'est légèrement plus mais léger. Et en termes de potentiel, donc au moment de la récolte, on est à 44.
Donc en fait, au moment de la récolte, c'est là où on a principalement la maturité des raies gras. Et donc ça donne un peu le potentiel pour l'année prochaine du nombre de graines qu'il va pouvoir lever, donc 44%. Et si on fait des essimages précoces ou tardifs, finalement, on a quand même la moitié du potentiel qui peut lever dans la campagne, dans la culture suivante. Donc souvent, quand on fait un essimage, c'est qu'on a aussi pas mal de raies gras, donc pas mal de graines. Donc 20%, pour certains, ça peut sembler pas énorme, mais quand on a un stock d'épis très important et de graines potentielles très important, les 20% peuvent devenir quand même assez problématiques par la suite. Donc si on est en essimage et qu'on mobilise le levier essimage, l'idée, c'est quand même d'essayer de récupérer la coupe pour limiter ces retours de graines au sol. Nous allons faire un focus cette fois sur le désherbage. Justement, vous êtes déjà rentré dans le sujet sur les solutions en culture, avec un point d'actualité sur les nouveautés autour du désherbage chimique. Et puis ensuite, Céline fera un focus sur des céréales dont on a moins l'occasion de parler. Et donc, on s'est dit que ça valait le coup d'approfondir quelques recommandations qui concernent l'orge et le blé dur. Le contexte, je vais très vite. On est tous concernés par les graminées. On a des problématiques de résistance qui ont été évoquées dans la conversation précédemment, notamment sur les herbicides foliaires, mais il ne faut pas oublier la progression aussi des résistances aux matières actives d'automne et notamment au prosulfocarbe. Et puis également une progression des résistances au glyphosate pour ce qui est du raies gras. Donc vigilance vraiment sur l'utilisation responsable de ces molécules. Et puis, s'ajoute, cerise sur le gâteau, une troisième problématique qu'on n'a pas encore évoquée ce matin, celle des sols drainés, très présents dans le bocage de nos régions et pour lesquels arrivent des restrictions d'utilisation ou des interdictions supplémentaires. Donc, du côté des nouveautés, enfin l'actualité, on l'a résumé en 4 points qui apparaissent à l'écran. Donc, je ne reviens pas sur le premier point, tout le monde est au courant que voilà, c'est peut-être on ne peut plus acheter de flufénacet. Peut-être certains auront la chance d'en pouvoir en faire encore cet automne, mais c'est vraiment la dernière campagne. La pendimétalline, ça remonte un petit peu à quelques mois, mais c'est important de rappeler que le classement de la molécule a évolué et que ça change des choses en termes de conditions d'utilisation avec des restrictions sur les stades maximum d'application. Et puis, alors ça, c'est pas encore trop le problème, puisque c'est une molécule qu'on applique plutôt à des stades jeunes, mais surtout la présence d'un dispositif végétal lisé permanent de 20 mètres en bordure des cours d'eau. Donc, qui vient là encore limiter les possibilités dans les parcelles du bocage avec cette contrainte forte. Il y a des nouveautés herbicides, on va les regarder ensemble. Celles-ci recombinent des substances actives connues, donc ce n'est pas forcément des vraies nouveautés, et ce sont des produits qu'il faudra associer pour en tirer tout le bénéfice. Et puis à venir, 2 nouvelles substances actives, le cinméthylin dans la marque Luximo, et puis la bixlozone dans la marque Isoflex. Un retour attendu du trialate également, mais il faut être réaliste, à horizon 2 ans, on n'a pas encore accès à ces molécules sur le territoire français. Alors du côté du panorama de ce qu'on a à notre disposition, on a essayé de le résumer dans ce tableau-là. Donc pour l'automne prochain, que ce soit sur blé, orge et blé dur, on a les piliers du désherbage des graminées. On va faire vraiment le focus sur les graminées aujourd'hui. Donc essentiellement le prosulfocarbe et le chlortoluron en parcelles non drainées. Le flufénacet dernière campagne, donc on va dire que c'est vraiment le dernier coup à jouer avec cette molécule-là. Et puis un certain nombre de partenaires qu'on a coloriés ici en jaune parce que insuffisants à eux seuls, mais qui peuvent apporter une bonne synergie sur les bases ici. Ceci dit, vous voyez que dans un avenir proche, pour certaines de ces molécules, on a des restrictions d'usage qui pourraient arriver en termes de dose totale ou d'interdiction en sol drainé, qui font que ça pourra encore une fois limiter les possibilités d'usage. Et puis, on a rappelé ici dans ce visuel les produits à venir qui arrivent pour le blé tendre, mais de façon moins large pour les céréales secondaires.
puisque silméthyline ne passera pas sur le blé dur et sur l'orge. En termes de spectre, si on regarde un peu plus en détail les apports de chacune de ces substances actives piliers du désherbage d'automne sur vulpin et régras, il y a quelques nuances. On l'avait précisé l'an dernier, mais il faut le rappeler, c'est peut-être sur vulpin qu'on est le plus en difficulté avec le retrait du flufénacet, car il n'y a pas beaucoup de choses qui vont avoir une efficacité majeure, hormis le chlortoluron. Les autres seront d'une efficacité moindre. Et puis pour ce qui est du régras, on n'est pas forcément beaucoup plus aidé, hein, mais avec un apport plus significatif du prosulfocarbe sur cette graminée-là. Les antigraminées foliaires restent des solutions quand il n'y a pas de résistance, mais on sait qu'il y a cette menace-là et que dans beaucoup de parcelles, il y a des dérives d'efficacité autour de ces substances actives foliaires. Alors du côté des nouveautés entre guillemets, deux produits qui associent de l'aclonifène et du diflufénicanil avec des équilibres de dose un peu différents. Donc pour le Maténo Duo, à la pleine dose, on apporte 600 g d'aclonifène et 120 g de DFF. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible en sol drainé et qu'il est assorti d'un DVP de 20 mètres. Un autre produit qui associe les deux substances actives, aclonifène et DFF, mais avec un équilibre de dose différent, puisqu'on va apporter à la pleine dose à peu près 330 g d'aclonifène et 70 g et quelques de DFF. Donc possible cette fois en sol drainé, mais avec un dosage bien moindre qui fait que on ne va pas forcément avoir la même promesse produit en termes d'efficacité. En revanche, pas du tout de contrainte en termes de DVP ou de sol drainé, sauf dans les sols de marais. Ensuite, le défi Evo qui associe du prosulfocarbe et du DFF avec les équilibres de dose qui font qu'à la pleine dose de 3 litres, on apporte 2000 g de prosulfocarbe et 42 g de DFF, autorisé en sol drainé hors sol de marais. Et le Boseno qui est l'aclonifène solo qui, à pleine dose, apporte 810 g d'aclonifène, également autorisé en sol drainé, mais avec un DVP de 20 mètres. Donc, je vous propose d'explorer quelques résultats de ces produits dans les essais, qui sont bien sûr des produits d'association. Donc, si on fait la focale sur Maténo Duo, vous avez ici des résultats régras, donc une synthèse de 2 années d'expérimentation régras, en prélevé, et puis la même chose en vulpin, sur la droite du visuel. On compare l'association Maténo Duo défi à Codix défi, donc avec la même dose de défi. Donc vous voyez que sur cette base de prosulfocarbe à 2400 g, on a un gain d'une dizaine de points et de 7 points, donc dizaine de points sur régras et 7 points sur vulpin. Une bonne synergie de cette association, mais sur vulpin, on peut aussi avoir des associations à base de pendiméthaline avec le Maténo Duo. Défi Evo, là encore, même exercice de présentation de résultats. Si on regarde notre témoin défi Codix ici, comparé à défi Evo Codix, donc ce qui change, c'est uniquement le switch du défi vers le défi Evo. Vous voyez qu'on gagne là encore en efficacité. Donc même si on apporte moins de prosulfocarbe, il y a une bonne compensation avec les 42 g de DFF apportés par le défi Evo, qui s'ajoute à ceux du Codix. De la même manière, sur vulpin, une progression également. Alors vous l'avez peut-être noté à la fois dans le résultat précédent et dans celui-ci, on remarque une tendance à avoir des efficacités vulpin un peu en retrait par rapport au maxi qu'on peut avoir sur régras, donc ce qui conforte ce que j'évoquais en préambule en parlant du spectre des solutions restant à notre disposition sur vulpin et régras. Alors, à présent, on va faire un petit focus sur les désherbages d'automne en programme. Ça va répondre peut-être ou venir conforter certains éléments débattus tout à l'heure. Donc, dans le contexte de 2026, ici, pour se remettre dans le contexte de la campagne passée, on a
d'une part, ici, les efficacités permises par une seule application en prélevé ou en post très précoce sur Regra en bleu, là, ou bleu-vert, et sur Vulpin en orange. Donc des solutions qui sont assez proches sur les 2 graminées, avec un bon comportement de ces bases qui combinent toutes les molécules à notre disposition. Alors à ça, je viens maintenant faire un rattrapage sur cette base-là. Donc le rattrapage, ça revient à investir 50 € de plus avec ce deuxième passage et ça m'amène 15 à 20 points d'efficacité supplémentaires. Effectivement, j'aurais pu mettre un dernier résultat d'essai qui présentait 3 passages et 3 passages revenaient à l'équivalent de 2 passages, une fois de plus dans le contexte de l'année 2026, ce qu'on avait vu les années précédentes également. Toujours dans les programmes double automne, on peut regarder ce que donnent des enchaînements à base d'aclonifène, donc avec la spécialité Bozeno, qui a été testé en programme associé au prol ici, donc Bozeno plus prol, en prélevé, rattrapé par du prosulfocarbe et du DFF en poste très précoce. Au passage, une solution comme ça serait possible en sol drainé. Donc, on a des bons comportements proches de 90% d'efficacité à la fois sur Regra et Vulpin. Et de même, avec cette solution qui, pour le coup, devient assez onéreuse, qui associe 3 molécules en prélevé, donc de la clonifène, de la pendiméthaline et du prosulfocarbe, rattrapées par un Constel, ici en post-levée précoce. De manière générale, vous voyez qu'ici, les rattrapages, hormis cette solution-là, sont tous à base de chlortoluron. Et c'est vrai qu'on a constaté un bon appui du chlortoluron dans les programmes de désherbage, tout particulièrement cet automne. Alors la question qui est souvent posée avec la clonifène et puis tous ces désherbants automnaux ou hivernaux, c'est celle de la sélectivité. Dans ces essais-là, pour vous épargner un certain nombre de graphiques, on ne vous les présente pas, mais ils sont disponibles. En tout cas, on n'a pas vu d'aggravation des marquages de phytotoxicité avec ces solutions à base d'aclonifène en comparaison avec les autres. Certains essais ont beaucoup marqué, quelles que soient les solutions testées, et d'autres pas beaucoup moins. Et ça milite pour être très très prudent sur ces désherbages d'automne. Hein. Donc on fait quelques recommandations que vous connaissez, mais ça vaut le coup de se les rappeler ensemble, de bien veiller à la qualité d'implantation. C'est pas parce qu'on augmente la densité de semis qu'on esquive la phytotoxicité. Hein. Donc c'est vraiment la qualité de positionnement des graines qui est essentielle. Et si on voit qu'il y a beaucoup de grains en surface, il vaut mieux changer son fusil d'épaule et adapter le désherbage en conséquence. Attention également aux forts abados derrière l'application et aux amplitudes thermiques. Alors cette année, certaines phytotoxicités ont notamment été dues aux fortes pluies qui sont survenues suite au désherbage de début décembre ou fin novembre. Les chutes de température également sont à regarder de près. Mais ceci dit, on sait qu'il faut accepter de voir quelques marquages dans les champs. C'est un compromis sélectivité-efficacité. Sachant que quand ils interviennent à des stades jeunes, il y a souvent une bonne récupération et il est très rare dans les essais d'avoir des pertes de rendement quand ce ne sont que des marquages. Évidemment, quand ce sont des pertes de pieds importantes, ça peut être différent. Donc on recommande plutôt de passer en programme plutôt que tout mélanger ensemble. Hein. Donc ça répond aussi à certaines questions évoquées précédemment. Et on recommande bien sûr une attention sur l'orge et le blé dur que l'on va présenter ensuite. Mais avant cela, on peut se redonner un peu de baume au cœur. Donc, par rapport aux solutions qui arrivent dans les prochaines années, on vous présente ici le projet à base de silméthylin, qui est un projet qui va s'appliquer en post-levée précoce à la dose de 1,25 litres. Ici, vous l'avez une compilation de nos essais Regra sur 2 années. Et ici, à droite, en Vulpin. Donc, nettement, le point fort net de cette molécule, c'est vraiment le Vulpin, même si elle est d'intérêt aussi sur Regra. Il faudra quand même garder à l'esprit que ce n'est pas une solution miracle, hein, qu'il faudra l'associer, là encore, pour arriver à des efficacités acceptables sur graminées.
Donc, on ne présente pas de résultats sur Bixlozone. C'est des résultats qui restent confidentiels à ce jour. Ceci dit, ayez en tête qu'il est assez complémentaire finalement de celui-là parce qu'il aura un bon comportement. Son point fort essentiel va être le régras, même s'il apporte également sur Vulpin. Pour conclure sur ces résultats généraux du désherbage, et avant de passer sur l'orge et le blé dur, on rabâche peut-être, mais on vous rappelle quelques éléments déterminants pour la réussite du désherbage. Si possible, pas avant le 20 octobre. Alors, je sais bien que c'est compliqué, que cette année, il s'est mis à pleuvoir le 20 octobre, donc on a tous semé la semaine d'avant, mais on a vu que ça pouvait être très compliqué dans certaines parcelles, avec des retournements de parcelles dans des situations non gérées. J'insiste aussi beaucoup sur le semis en sol propre. Les repiquages, c'est vraiment ce qu'il y a de plus terrible. Et certains se sont fait avoir encore cette année avec l'impossibilité de passer un glyphosate en post-semis, alors que c'était leur projet, mais la pluie les a empêchés. Et du coup, ils se sont retrouvés avec des gros régras repiqués. Et là, on sait très bien que la chimie ne peut pas gérer du tout ces régras. Donc, semis sur un sol bien propre. Le programme de désherbage en 2 passages, ça nous paraît suffisant à l'automne. À des stades jeunes pour le rattrapage, hein, ne pas attendre trop pour faire le rattrapage, et en combinant les substances actives qui nous restent. Ceci dit, on sait qu'il y a des situations qui restent très complexes. On va parler de l'orge et du blé dur ensuite. Je fais une petite focale sur les sols drainés que j'ai vraiment à cœur parce que on est vraiment contraint dans ces systèmes-là. Donc, j'ai mis quelques exemples de solutions possibles, mais vous voyez qu'ils reposent beaucoup sur le prosulfocarbe et la pendimétalline et que malheureusement, cette molécule prosulfocarbe n'est pas possible partout, notamment quand il y a des vergers à proximité ou des cultures non cibles. Donc, ça contraint encore plus. Et puis, le reclassement de la pendimétalline nous amène la contrainte d'un DVP de 20 mètres. Donc, des situations vraiment complexes, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives au désherbage chimique d'automne dans ces parcelles drainées où le passage est compliqué. Je passe sans plus tarder la parole à Céline. Alors, je poursuis donc effectivement pour faire un point sur le désherbage des orges et du blé dur. Et on peut commencer par le blé dur. Juste en introduction, de repréciser un petit peu les spécificités du blé dur. Alors, notamment, Monique en a parlé autour de la date de semis. Clairement, le blé dur, notamment sur les secteurs type Ouest Océan, c'est une espèce que l'on sème à partir, souvent c'est des semis à partir de la Toussaint. Et vis-à-vis de la gestion des graminées, c'est un réel atout. Le fait d'avoir des dates de semis plus décalées qui permettent d'avoir des parcelles avec une pression vulpin moindre et également en régras. Donc ça, c'est un atout vraiment à utiliser. En revanche, on sait très bien que l'espèce blé dur est beaucoup plus sensible aux herbicides et souvent on a des limites de sélectivité et par conséquent les solutions herbicides sont moins diversifiées ou on a également certaines spécialités avec des restrictions de dose. Et donc c'est vraiment cette problématique de sélectivité ou de manque de sélectivité qui nous pose pas mal de questions sur le blé dur. En 2026, on a continué des essais qui ont été mis en place donc, dans les grands bassins de production du blé dur pour continuer l'acquisition de références en matière d'efficacité et aussi en matière de sélectivité. Sur la partie efficacité, je me permets de ne pas la présenter pour ne pas être redondant avec ce qui a été présenté précédemment. Je préfère cibler sur la sélectivité. Donc effectivement, donc, en 2026, 3 essais ont été mis en place. Ce que je vous présente ici, je vais prendre un tout petit moment pour l'expliquer. On a ici les résultats sur des notes de sélectivité, donc des notes de 0 à 10. Plus la note est importante et plus l'impact sur la sélectivité du blé dur est importante, hein, donc clairement de la phyto, avec une barre avec une limite de sélectivité, d'acceptabilité
l'on fixe à 3. J'ai repris ici la deuxième note qui a été faite, reprise végétation, courant à l'âge. Et donc, on a un ensemble de modalités, plutôt des références sur le blé dur qui ont été testées, du défi compile, des Picodix, du chlorto-compile, et avec sur ces 3 essais des notes de phyto, alors un petit peu, et qui sont toutes inférieures à 3. On a testé la nouveauté avec donc la nouveauté, la spécialité Bozeno, donc contenant 810 grammes d'aclonifène. Bozeno ayant été associé, puisque cette substance active seule n'est pas suffisante pour contrôler vulpin ou régras, et donc l'aclonifène a été associé ici à du prosulfocarbe et du DFF. Déjà, on voit sur cette note des sélectivités un peu plus limites, et notamment un essai là, où on est sur une note pratiquement de 6 en matière de sélectivité, donc pas du tout acceptable. Et si on termine l'histoire avec la dernière note, qui est faite à Épiaison, sur les modalités, on va dire, un petit peu référentes et de classiques, on a de la phyto, malgré tout. Vous voyez, sur ce point-là, où on est presque à 2, mais c'est acceptable pour le blé dur. On recherche toujours un compromis entre de l'efficacité et de la sélectivité. En revanche, sur la modalité testée, donc avec aclonifène, prosulfocarbe et DFF, dans une situation, les résultats sont complètement inacceptables. Et donc, sur le blé dur, on a un réel risque de manque de sélectivité lorsqu'on associe l'aclonifène, et là ici particulièrement avec du prosulfocarbe. Donc ce sont des éléments qu'il va falloir continuer à travailler, notamment l'année prochaine, pour mieux identifier les risques de manque de sélectivité. Toujours concernant le blé dur, je rappelle ici quelques solutions largement éprouvées, donc notamment sur des applications de prélevés. Vous avez ici les efficacités finales avec des références type donc prosulfocarbe DFF ou prosulfocarbe DFF et la pendiméthaline, donc en prélevé avec des efficacités autour de 85% d'efficacité. Lorsque l'on est en post-levé, on est plutôt autour des 70-75% d'efficacité. Donc, on voit une baisse aller en moyenne de 15 points d'efficacité. Donc, tout ça pour dire que dans les programmes, en tout cas pour désherber le blé dur, quitte à choisir, on va plutôt positionner sur du désherbage de prélevé. Et lorsqu'on est sur des situations beaucoup plus infestées, on sera obligé d'aller vers un programme complet de désherbage de tout automne. Et donc ici, vous voyez avec finalement la modalité de référence de défi compile rattrapé avec du chlorto à 1 à 2 feuilles. On gagne au moins 10 points, et puis surtout on gagne en régularité, vous voyez, sur l'ensemble des 9 situations, avec un peu moins de variabilité et une efficacité moyenne qui frôle les 95% d'efficacité. Je me suis permis aussi ici de remettre un petit peu toutes les références que l'on dispose sur le blé dur depuis 2021, où on a donc un ensemble de modalités avec des niveaux d'efficacité moyens. Entre parenthèses, c'est le nombre d'essais. Donc ici, on n'est pas complètement orthogonal, on n'est pas sur le même nombre d'essais, mais il y en a suffisamment, bien pour compléter et avec la gamme de variabilité. Une petite attention, effectivement, le blé dur dans des sols drainés et notamment dans les marais de l'Ouest riches en argile, donc avec des contraintes supplémentaires, eh bien on voit très clairement ici que en matière de solutions disponibles, eh bien c'est plutôt faible, puisqu'il n'y a que le défi compile dans les références testées qui apporte et efficacité intéressante, une bonne sélectivité vis-à-vis du blé dur est possible dans ces sols.
En conclusion, là, sur le blé dur, qu'est-ce que l'on peut proposer à l'automne? Dans les situations les plus simples, on va dire où il n'y a pas de résistance, où on est parfois sur aussi des semis beaucoup plus tardifs, on va plutôt préconiser une application unique, soit tout de suite après le semis en prélevé avec des défis DFF, des défis Codix ou des chlorto DFF, ou de la sortie d'hiver dans les situations où les vulpins et régras sont encore sensibles à cette grande famille chimique. Sinon, on est plutôt dans des cas de résistance, notamment résistance sortie d'hiver hein, aux antigraminées foliaires. Ça représente la majorité des situations hein, des bassins de production de blé dur. Et là, on sera plutôt dans des programmes avec de l'après et rattrapé avec du chlorto. Et pour terminer, on voit bien que là, la situation se complexifie, notamment dans les sols drainés, où, eh bien, dans ces situations-là, les applications, donc on va plutôt positionner des applications de prélevé, puisqu'on a vu, on avait des meilleures efficacités, et donc soit avec du défi Codix ou du défi DFF. Et dans ces situations-là, eh bien, le rattrapage est plutôt limité, puisqu'il y a peu de solutions. On pourrait se dire un rattrapage avec du prosulfocarbe, et puisqu'on est sur des situations où on a déjà du prosulfocarbe en prélevé, il nous semble, pour plein de raisons, hein, de gestion de résistance, du contexte aussi et des menaces hein, qui pèsent, il faut le dire, sur cette substance active, de ne pas recommander les doubles prosulfocarbe. Et puis enfin, on pourrait se poser la question de la proposition Bozeno plus Codix, donc associant de la clomifène, de la Pindi et du DFF. On l'a vu tout à l'heure, les résultats sur blé dur, lorsqu'on associait du prosulfocarbe, on avait clairement des manques de sélectivité. On peut se poser la question sur cette association et en tout cas, dès cet automne, on va continuer ces expérimentations sur le blé dur pour acquérir de nouvelles références. Sur l'orge, si on fait un petit peu le même travail, le même examen, l'atout réel de l'orge, ça va être sa capacité à être plus étouffante hein, vis-à-vis des vulpins et des régras, et tout comme le blé dur, en revanche, des difficultés, notamment des sélectivités plus limitées. En matière de résultats, cette fois-ci, ici, je vous présente les résultats obtenus sur une synthèse de 3 essais en 2026 sur des pressions. Donc, cette fois-ci, on est sur du vulpin, avec des fortes pressions de vulpin. Et par ailleurs, sur ces 3 essais, 3 dates de semis très précoces. Et donc, en matière d'efficacité, déjà, ce que l'on voit à l'œil, hein, donc là, sur les résultats d'efficacité, soit en prélevé ou à une feuille, on peut être un peu étonné sur la valeur intrinsèque. Et effectivement, on a des efficacités assez modestes, hein, autour de 45% d'efficacité. Tout à l'heure, Anne-Monique montrait dans une synthèse pluriannuelle les efficacités de défi Codix plutôt autour de 65% d'efficacité. Donc là, dans cette série d'essais, c'est ce qui se passe aussi sur le terrain, hein, les efficacités sont moindres. Et lorsque l'on compare avec des nouveautés de type, par exemple, Maténo Duo, de la clonifène à 500 grammes complété avec 100 grammes de DFF, et associé avec du prol, donc 800 grammes de pendiméthaline, ce que l'on peut constater, c'est qu'en matière d'efficacité, on est sur des mêmes niveaux. On avait testé dans ces essais la modalité Maténo Duo complétée avec du prosulfocarbe, qui, je le rappelle ici, n'est pas cautionné par la firme. En tout cas, on a des bons résultats et des résultats au niveau de la référence défi Codix, du Maténo Duo associé à la pendiméthaline. Si l'on va un petit peu plus loin sur ces modalités rattrapées, donc elles sont toutes rattrapées avec du chlortoluron à une feuille, on a un gain d'efficacité dans ce programme
autour de 18 à 25 points. Et enfin, pour finir, on a également testé d'autres solutions à base d'aclonifène et sur des doses d'aclonifène un peu plus élevées au travers du Bozeno à 1,35 litre, donc qui apporte 810 grammes d'aclonifène, et puis complété avec finalement toutes les substances actives disponibles sur l'orge d'hiver, hein, la pendiméthamine, le prosulfocarbe et le chlortoluron associés dans un programme. Clairement, en matière d'efficacité, le fait d'être sur une dose un peu plus conséquente d'aclonifène apporte quelques points d'efficacité sur ce programme. Mais on verra tout à l'heure en matière de sélectivité également ce que ça donne. Et donc effectivement, en matière de sélectivité, sur la synthèse de ces 3 essais, même façon de procéder, hein, donc je reviens sur la note de sélectivité qui est de 0 à 10 avec la barre d'acceptabilité à 3, sur 2 notes qui ont été faites, dont la dernière note à épiaison. Eh bien, on voit que sur l'orge d'hiver, on peut avoir des manques de sélectivité et même sur des modalités plutôt bien connues, hein, par exemple le défi Codix, hein, vous voyez, sur un essai, on est limite en matière de sélectivité. Mais dès lors qu'on est sur des bases d'aclonifène, là aussi, il se passe quelque chose, et particulièrement lorsque c'est associé à du prosulfocarbe. Lorsqu'on a les résultats sur des programmes, clairement déjà une seule application, on avait des manques de sélectivité. Lorsque l'on est sur des programmes, tout de suite, vous avez des points qui s'éloignent très fortement, hein, de la note de 3, avec des programmes quasi tous rédhibitoires sur des bases de mathenaux, notamment associés à du prosulfocarbe, et avec la note finale à l'épiaison. Je fais une petite parenthèse, notamment sur l'essai qui a été mené à l'épine. On est ici, donc c'est le point vert, on est sur des sols de craie, donc la craie de Champagne, donc on est vraiment dans un milieu très particulier. Je souligne également qu'il n'y avait pas spécialement de grains en surface et pas spécialement non plus de gros abats d'eau après les applications. Et donc, on a bien des problématiques dans ce milieu-là, notamment sur des doses où on associe soit dans le programme des composés ou en association de la clonifène avec du prosulfocarbe. Donc là, clairement, ça sera des situations qu'il faut d'une part retravailler, et il faut être extrêmement prudent sur ces associations, donc aclonifène, prosulfocarbe, soit en un seul passage ou soit dans le programme. Comme pour le blé dur, lorsqu'on est sur des situations avec peu de résistance, on va plutôt privilégier de la prélever avec du défi DFF, défi Codix ou de mathéno-duo plus prol ou mathéno-duo plus Codix. Là aussi, la sortie d'hiver, lorsque l'on est sur des graminées encore sensibles aux antigraminées foliaires, il ne faut pas s'en priver. Malheureusement, ces situations sont de plus en plus rares. En situation de résistance, comme pour le blé dur, ici, on va être sur des doubles applications avec du rattrapage avec le chlortoluron. Et puis, dans les situations de sol drainé, là aussi, les solutions disponibles sont peu nombreuses. Finalement, on a le défi Codix. On peut également y ajouter Bozeno plus Codix, qui est possible en sol drainé, avec malgré tout la DVP de 20 mètres qui a été signalée tout à l'heure. Mais dans ces situations-là, on voit bien que si on est sur des pressions graminées relativement importantes, les efficacités risquent d'être limitées, puisque on n'aura pas de solution ou très peu de solutions disponibles en rattrapage si l'on veut respecter des programmes d'alternance.
Eh bien, on va passer sur la dernière partie. Donc, on a vu un petit peu les éléments biologiques du raiggras, on a vu aussi la partie chimie. Dans cette partie chimie, on a vu que les efficacités ne sont pas non plus à 100% ou rarement à 100%. Et donc, il va pas falloir baser toute sa stratégie de lutte contre le gras vis-à-vis de la chimie. Il va falloir utiliser d'autres leviers, d'autres méthodes. Et c'est ce qu'on vous propose ici, une méthode, on va dire, un peu plus d'accompagnement ou pédagogique qu'on a pu tester dans un réseau d'agriculteurs pour essayer de mettre en place les bons leviers selon aussi les contraintes des agriculteurs sur les exploitations qui peuvent être assez diverses. Donc tout ça, donc à nouveau a été, notamment le réseau d'agriculteurs a été financé par Sarda dans le cadre du projet Grami Combi. Et donc vous voyez ici les différents logos qu'on vous montrait tout à l'heure. Alors, sur cette méthode d'accompagnement, derrière cette méthode, le sous-entendu, c'est de pouvoir gérer le stock de raiggras, le stock semencier de raiggras, donc le nombre de graines qui est dans son sol, qui va être très variable d'une parcelle à une autre, et notamment si on a eu déjà historiquement des échecs ou si c'est plutôt une infestation très récente. Donc tout ça est une histoire d'équilibre, donc c'est l'histoire de la balance, hein. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà entendu cette histoire, mais c'est important quand même de le rappeler pour mobiliser les bons leviers et bien avoir en tête que voilà, les leviers peuvent avoir des efficacités et des poids différents. Et que tout ça est à mettre en relatif avec le stock semencier. Donc, par exemple, si vous avez une infestation très récente, par exemple en bord de parcelle, avec des infestations par les outils de récolte, que vous n'avez pas forcément historiquement eu de problèmes de raiggras, eh bien, s'il y a quelques raiggras qui passent au travers de vos programmes et de votre lutte, que ce soit agronomique ou chimique, eh bien, ces quelques raiggras peuvent produire un petit peu de stock grainé pour l'année suivante. Et si vous faites rien, si vous n'avez rien changé à vos pratiques, eh bien, ce stock grainé va, au fur et à mesure des années, devenir de plus en plus important au fur et à mesure que les raiggras lèvent et épient. Et donc, on a très souvent une pression qui devient extrêmement exponentielle dans les parcelles. On le voit très bien, les secteurs, par exemple, finistériens, qui étaient encore il y a 3-4 ans assez indemnes, on peut avoir des situations de forte infestation maintenant. Donc, ça peut être très, très rapide. Donc, si on a une faible quantité de raiggras, eh ben, on peut gérer avec des petits leviers. Donc, enfin des petits leviers. Un seul levier, par exemple légèrement décaler la date de semis, peut suffire pour contrebalancer l'infestation et le stock semencier en semant, on va dire, en dehors du pic de levée des raiggras. Donc, ça permettra d'avoir une diminution progressive sur ce stock semencier. À l'inverse, ce qu'on vous montrait tout à l'heure, c'est que parfois, même si on n'a pas beaucoup de raiggras dans les parcelles, eh bien, ces raiggras peuvent produire énormément d'épis. Et donc, sous-entendu, ces épis contiennent pas mal de graines. Et donc, un échec peut suffire à être infesté en graines de raiggras dans le sol, donc d'avoir un gros stock semencier à gérer l'année suivante et les années d'après. Et donc là, c'est d'autant plus important de mobiliser différents leviers, puisque sinon, on va très très rapidement dans des impasses techniques. Et bien avoir en tête, donc ce qu'on vous note là, le principe numéro 2, c'est qu'aucun levier n'est 100% efficace. On parlait de la chimie, hein, c'est rarement efficace à 100%, on est à 70-80% ou 90% pour les bons programmes. Mais c'est pareil sur la partie agronomique, que ce soit les dates de semis, le labour, rien n'est 100% efficace. Donc il va falloir cumuler les leviers et les cumuler d'autant plus que le stock est important pour pouvoir contrebalancer, on va dire, cette infestation. Donc ici, vous avez des exemples de différents leviers, vous voyez, avec des tailles de texte différents, de polices différentes, pour un peu visualiser les impacts qui peuvent aussi être différents. Donc selon les contraintes, ou en tout cas ce que peut faire l'agriculteur, eh bien, pour contrebalancer un gros stock semencier, l'idée c'est soit de mobiliser un ou deux gros leviers, enfin quelques gros leviers. Donc par exemple, on parlait date de semis, il y a aussi le labour, aspect rotation, par exemple avec les prairies sur 3 ans, le nettoyage de la moisse-batte, la partie chimie lorsqu'elle est bien utilisée. Donc ça peut peser de s'en sortir face au raiggras. Par contre, si on est dans des contraintes où les agriculteurs ne sont pas prêts à labourer, par exemple, qui ne peuvent pas décaler de trop la date de semis, eh bien, il va falloir jouer sur d'autres leviers qui sont peut-être moins importants, mais du coup, il va falloir en cumuler davantage pour espérer avoir une efficacité suffisante sur ce stock semencier. Donc ça, c'est le troisième principe, de pouvoir combiner absolument et de pouvoir discuter avec l'agriculteur sur ce qui est capable de combiner. Et donc justement, pour essayer d'accompagner cette discussion avec l'agriculteur,
et de savoir ce sur quoi il faudra essayer de le pousser à modifier ses pratiques, on vous propose une grille de graminées, enfin une grille de risque sur les graminées automnales. Donc ça marche, on va dire, pour Raigra et Vulpin. Ça comprend 16 questions. Donc c'est un entretien, enfin une discussion avec l'agriculteur qui peut prendre une demi-heure, une heure. Tout dépend de voilà, jusqu'où va la discussion. Et ces 16 questions sont réparties en 4 rubriques. Donc au niveau de la rotation, de l'interculture, la culture et puis de la récolte. Et pour chaque question, vous avez 4 niveaux de risque. Donc, par exemple, je prends la première question de cette grille, hein, combien de cultures avez-vous dans votre rotation? Si vous avez 4 cultures ou plus, vous êtes sur un risque faible, donc on donne un score de 1 sur cette partie-là. À l'inverse, si vous êtes en monoculture, vous avez un risque important de pouvoir développer le régras, et donc vous êtes sur un risque de 4. Donc le score est affiché ici, hein. Par exemple ici, si on est à une monoculture, on est à 4. On met une peau d'aération au levier, donc là le levier nombre de cultures, qui est de 1. Donc certains leviers parmi ces 16 questions sont à 0,5 et d'autres sont à 5. Par exemple, le labour ou la gestion chimique sont sur une pondération de 5. Et ça vous donne, on va dire, le score au niveau de la question. Et donc, il faut ajouter ces différents scores vis-à-vis des 16 questions. Et puis, vous obtenez un score final. Donc ce score final oscille entre 41 et 164. Bon, ce qui est important, c'est de pouvoir se situer dans les 4 catégories, donc 4 niveaux de problématiques, on va dire graminées type Raigra ou Vulpin. Donc avec un petit commentaire associé. Donc par exemple, si vous avez un score qui est bas, ça veut dire que vous avez à chaque fois dans les différentes pratiques, des pratiques qui sont peu à risque d'infestation du raigra. Donc quand vous êtes en dessous de 80 en score, c'est que vous avez bien mobilisé pas mal de leviers importants, impactants. Et donc si vous êtes déjà toujours embêté par le raigra, bah, c'est que là on est plutôt dans une modification des pratiques qui sont en cours d'efficacité, en cours d'action. Et donc il faut persévérer. Ne pas oublier non plus les conditions d'application, on y reviendra, les conditions d'application sont importantes. Il ne suffit pas juste de déployer un levier comme le labour, où on parlait par exemple de la gestion l'essimage ou du broyage. Les conditions d'application peuvent être très importantes pour maintenir l'efficacité du levier, ou au contraire, bah, des fois, ça va fortement le dégrader. Et à l'inverse, quand on a un score à plus de 110, eh bien, c'est que là, les pratiques sont à risque et qu'il va falloir absolument essayer de trouver des solutions avec les agriculteurs pour qu'ils modifient certaines pratiques et qu'ils combinent notamment plusieurs pratiques à faible risque. Donc, ça reste assez simple à mettre en place, hein. C'est plutôt une manière pédagogique de discuter avec l'agriculteur, et notamment d'avoir un aspect quantitatif pour pouvoir être plus impactant dans la discussion avec l'agriculteur, pour qu'il puisse aussi essayer de réduire au maximum son score, et qu'il se rende compte que bah, certains leviers, même s'ils sont contraignants, et bien s'ils les mettent en place, et ben ça peut réduire fortement le score et espérer diminuer derrière la problématique Raigra. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, hein, sur cette méthode. Elle sera disponible déjà, on va dire, en format papier PDF, et puis on verra tout à l'heure, Quentin en reparlera. Donc merci pour la présentation des 3 premiers principes du désherbage. Et comme tu disais, c'est sans compter le 4e, parce que tout ça, c'est les 3 premiers, c'est quand tout se passe bien, quand j'actionne mes leviers. Déjà là, j'arrive pas à 100% d'efficacité. Et il y a le 4e principe qui est que tous les leviers, ils ont en plus des conditions de réussite, qui dépendent globalement de 3 facteurs: le timing, les conditions météorologiques et le réglage. Et l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le désherbage est plus complexe, hein, on le voit depuis ce matin. À l'époque où je pouvais juste passer un petit Atlantis, ça marchait bien, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc à chaque fois que j'actionne un levier, il faut bien que je me pose les questions, ces 3 questions-là. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis au meilleur moment du stade de l'adventisme, comme des cultures en désherbage chimique ou mécanique? Est-ce que j'ai bien positionné le labour au bon moment dans ma rotation? Est-ce que j'ai le réglage optimal, la bonne buse, la bonne pression, le bon volume de bouillie, le bon produit avec la bonne dose en chimie, la bonne vitesse et agressivité des dents pour le désherbage mécanique? Je nettoie les bons endroits de la moissonneuse-batteuse, je règle bien la charrue. C'est la photo que j'ai à droite, l'exemple c'est sur raigra, d'un repiquage de raigra d'un labour qui est mal enfoui. Donc à chaque fois, je dois être bien réglé, passer au bon moment. Ces 2 facteurs-là, ils sont globalement maîtrisables, même si ça demande beaucoup de technicité. Timing, réglage, je maîtrise. C'est pas le cas du 3e facteur, la météo. Et là, j'ai pas toujours les conditions pour arriver à l'optimum d'efficacité de mon levier. Et l'idée, c'est bien de se donner la possibilité d'actionner le maximum, parce que si je mise que sur un seul levier, bah, je prends le risque
que les conditions ne soient pas optimales au moment parfait où je dois l'actionner. C'est le cas de la chimie, par exemple, hein. On a beaucoup parlé de la chimie qui était moins efficace en conditions sèches. Parfois, les conditions sèches peuvent ouvrir l'opportunité du mécanique. Donc, bien rappeler que ça a un coût, mais se donner l'opportunité d'actionner un maximum de leviers pour valoriser l'opportunité climatique quand elle se présente. Et donc, ces grands principes-là, on a voulu les mettre à l'épreuve du terrain dans un projet qu'on appelle le projet Margot, maîtrise du régras dans l'Ouest, un projet pluriannuel qui a commencé en 2022 en partenariat avec les chambres d'agriculture de Normandie et chambres d'agriculture de Bretagne, et dans lequel on a mis en pratique cette grille qu'a présentée Benjamin. Donc Margot, c'est une quarantaine de parcelles sales en régras, réparties sur la carte ici, dans lesquelles on a voulu répondre à 3 questions. Essentiellement, comment récupérer une parcelle sale, fortement infestée en régras? Quelles sont les conditions de réussite ou d'échec à la mise en œuvre des leviers? Et quels sont les freins économiques, psychologiques, organisationnels à la mise en œuvre des leviers qu'on connaît efficaces? Et la méthode est assez simple. Pour ces 40 parcelles, elles sont sales. L'agriculteur est ouvert pour changer ses pratiques. On fait un état des lieux du salissement, de l'analyse des pratiques de l'itinéraire technique avec la grille, diagnostic de l'itinéraire technique. Et on identifie les marges de progrès et on met en place avec l'agriculteur un plan d'action que l'agriculteur va actionner lui-même tout au long du projet. Et le conseiller suit l'enherbement au fur et à mesure des années. Pour donner l'exemple sur une parcelle, ici une parcelle bretonne, donc je vous invite à regarder déjà le tableau à gauche. Tout ça, c'est le rendu de ce que donne la grille qu'a présenté Benjamin. On retrouve les 4 catégories, rotation, interculture, en culture et à la récolte, les 4 familles de leviers dans lesquelles les différentes questions ont été posées. On retrouve représentation très schématique, hein, on n'est pas au gramme près, mais la métaphore du poids des leviers dans la balance qu'a présenté Benjamin. Donc plus il y a de poids, plus c'est un levier puissant qui aura un impact sur leur score à la fin. Et le score initial, ici, on était à 124, donc a priori un itinéraire technique qui favorisait le développement des régras. Et on a mis en place un certain nombre de leviers. Alors, il y a leviers qui sont prévus et qui ne sont pas encore actionnés dans l'itinéraire technique. Des leviers qui étaient prévus mais pas mobilisés pour tout un tas de raisons. Il n'y en a pas dans ce cas-là. Des leviers prévus et qui sont mobilisés. Et des leviers qui n'étaient pas prévus mais qui ont été mobilisés pour valoriser une opportunité climatique ou autre. Et donc là, cette situation-là, il a introduit du colza. En l'occurrence, c'était un breton qui ne faisait pas de colza. Donc en introduisant du colza, en plus, il a des nouvelles matières actives puissantes. Plus de travail du sol à l'interculture avec des chômages faux semis. Semis sur sol propre, c'était pas fait dans cette situation. C'est une règle d'or. Donc là, ça apporte une efficacité certaine. Une efficacité, désherbage plus ciblé. Alors Benjamin, tu pourras compléter, mais c'est pas quelqu'un qui était en pré plus post au maximum. Il y avait encore une marge de progrès à aller chercher sur la chimie. C'est pas le cas de tout le monde, mais ici c'était le cas. Nettoyage de la moissonneuse batteuse et puis il récoltera dans le bon ordre à l'avenir. Et donc on descend à un score de 79. Et les notations du terrain sont ici. On avait 15 régras par mètre carré dans le blé de 2023. C'était pas tant que ça, mais on avait quand même 450 épis. Ce qui peut montrer ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Des fois, il faut peu de régras pour avoir quand même beaucoup d'épis. Dans le colza derrière, on avait déjà clairement moins de régras. Il se trouve qu'à l'interculture entre les deux, on voyait encore des belles levées. Mais dans le colza, c'était bon. Et puis cette année, dans le blé, on n'a plus de régras. Donc là, on a une belle évolution. Bon, c'est un seul cas. Bien entendu, vous ne vous retrouverez pas forcément dans les leviers qu'il a actionnés. Peut-être que vous le faites déjà, mais il y en a peut-être d'autres que vous pouvez faire. C'est pour bien illustrer que ce tableau de bord, il est différent pour chaque parcelle. On n'est pas là à chercher le levier à mettre en place partout. Ça donne un tableau de bord pour vous sur votre parcelle ou pour appuyer votre conseil, on va dire, si vous êtes conseiller, d'une situation à gérer au cas par cas et le levier à actionner au cas par cas. Globalement, sur le réseau aujourd'hui, donc ça fait que 2-3 ans selon les parcelles qu'on a du recul, donc c'est pas assez pour gérer le régras dans une situation trop fortement infestée. Mais il y a un petit quart de parcelle où ça s'est vraiment amélioré. Donc on partait à un état initial sale avec plus de 15 régras par mètre carré et aujourd'hui on a vraiment baissé. Et donc je vous montre les quelques parcelles là pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous avez ici l'état initial, on était
sur des pressions énormes, hein, sur certaines parcelles normandes ici, qu'on connaît bien en Normandie, uniquement sur Régras, hein. Les dernières notations, c'était en juin 2025, on n'a pas encore centralisé 2026, donc on voit que là, on a une vraie amélioration sur ces parcelles-là. Le score à l'état initial de la grille, le score à l'état final, enfin, une fois qu'on a décidé le plan d'action, et l'écart entre les deux, et les familles de leviers qui ont été actionnées. Et à la fin, le nombre de leviers actionnés. Première chose, plus on actionne de leviers, plus l'écart de salissement est important. L'importance, c'est bien de cumuler le nombre de leviers à actionner. Et après, on voit un levier qui ressort quand même, c'est le renforcement de la chimie. Et en fait, c'est là où il était possible. On a encore pas mal de situations, notamment en Bretagne, d'agriculteurs qui faisaient qu'une poste et puis, ou qu'une sortie d'hiver, et on leur dit de passer en pré ou pré plus poste, et ça marche mieux. C'est pas le cas de partout. Il y a un certain nombre de situations, moi j'en vois beaucoup dans l'Eure en Normandie, où il n'y a plus vraiment de marge de progrès à aller chercher sur la chimie. Donc en l'occurrence, il faut aller chercher le reste. Ce qui s'est passé pour ces deux parcelles de l'Eure ici, où introduction du labour, mécanique renforcée, rotation. En plus, sur une partie, il a fait un ensiblage du blé, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Mais en l'occurrence, ça a bien marché. Et semi tardif, et là, on arrive à régler ces situations-là. Et puis là où la chimie a été renforcée, se pose la question de la pérennité, hein. On voit que le score est pas très faible, donc ça marche à court terme. Deux automnes aussi, hein, automne 23, automne 24, pluvieux, qui ont favorisé, il y avait les bonnes conditions de réussite de la chimie. Est-ce que ce sera autant le cas cette année avec l'automne qu'on a eu sec? J'ai hâte de voir ça. Donc le delta de score fait aussi office de durabilité du propreté de la parcelle. Et donc, concrètement, la méthode pour s'en sortir, ça fait rêver. Mais voilà le guide qu'on propose, une version papier. Vous avez peut-être vu ici, donc du diagnostic à l'action. Il y a la grille que vous a présentée Benjamin, des fiches pratiques sur chaque levier, leur efficacité et leurs conditions de réussite, qui est très importante. Et il faut vraiment prendre ça comme une to-do list de ce que je dois remettre des questions que je dois me poser si ma parcelle est sale. Et ben, tous les éléments, toutes les questions que je dois me poser, que je dois poser à mon agriculteur, remettre ça en revue et puis ça donne un petit tableau de bord de ma situation. Et la version peut-être encore plus ergonomique qui arrivera cet automne en ligne. On espère d'ici la fin de l'année, ça devrait être possible, avec du coup le petit quiz assez simple et ça donne le tableau de bord à la fin. Du coup, sur la version papier, donc c'est très récent, hein, cette version papier, diffusable. Donc on pourra vous envoyer en même temps que le PDF les éléments, pour avoir cette version papier. En fait, il y a des précommandes, à disposition avec la possibilité de mettre le logo de votre structure, sur la brochure, sur la version papier. Donc on vous enverra toutes les infos, vous pourrez aussi commander un nombre variable, on va dire, de brochures et vous aurez aussi l'accès, on va dire, PDF pour voir un peu à quoi ça ressemble le contenu et selon si vous êtes satisfait du contenu ou pas, vous pourrez plus ou moins, acheter de version papier. Donc le but et pourra recevoir tout ça normalement, courant septembre. Les dates de nos prochains rendez-vous, notamment rendez-vous d'été-automne. Je vais peut-être pas tout relire, vous les avez ici, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, essentiellement les rendez-vous serrés à la paille, hein, on vous donnera la suite aussi après. Mais voilà les premières dates pour les régions, avec selon les endroits, un bilan de campagne en webinaire en Normandie et en Bretagne, et puis les classiques rendez-vous techniques d'automne au mois de novembre. Regardez ça. Et puis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne récolte. Ça a déjà commencé pour un nombre d'entre vous. On ne pensait pas que ça a déjà commencé à cette date-là. Et pas oublier que le désherbage commence maintenant dans la récolte, notamment des parcelles sales, bien gérer l'ordre de récolte et le nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui est une pratique qui peut être un peu pénible. Bon là, a priori, il ne prévoit pas forcément d'eau tout de suite, donc on peut avoir le temps de le faire. Et en 30 minutes, on peut faire le gros du nettoyage. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir là, donc on vous encourage à aller la regarder. Euh, Parce que ça reste un des leviers essentiels, en tout cas pour maintenir une parcelle propre. Et je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.